Bonjour les amis, salam à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais analyser les conséquences géopolitiques de la victoire retentissante du Maroc face à l'Espagne hier en huitième de finale et sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, car vous l'avez bien compris, cet exploit sensationnel dépasse largement les frontières du sport et il nous faut donc les analyser en matière géopolitique pour voir quelles vont être les conséquences bénéfiques pour le Maroc. Alors pour commencer, on va débuter par une évidence. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'une Coupe du Monde et la Coupe du Monde de football est l'événement populaire le plus suivi de la planète. Donc vous avez les regards de la planète entière qui sont drainés, qui sont ciblés vers un pays l'espace d'une compétition. Cela a des conséquences géostratégiques très importantes en matière d'image, à la fois pour le pays organisateur, en l'occurrence ici le Qatar, mais également pour les sélections nationales qui feront bonne figure pendant les 4 semaines de compétition. Alors en matière géopolitique, et ça va être le premier aspect, il faut savoir que les États sont toujours en compétition. Une compétition dans l'arène internationale qui est à la fois ordonnée mais également parfois conflictuelle dans un système international régulé par un certain nombre de normes et que à l'intérieur de cette sphère, les États sont en rivalité. Et lorsqu'ils sont en rivalité, ils veulent faire avancer leur intérêt en fonction d'un rapport de force qui leur est soit favorable, soit défavorable, et pour pouvoir faire pousser leurs intérêts, leur intérêt national exprimé en appétit de puissance, les États ont deux moyens, deux leviers essentiellement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le hard power. Le hard power, c'est la capacité d'un État à influer sur son environnement régional en utilisant la contrainte soit militaire, soit économique. C'est un peu vieux comme le monde malheureusement, mais lorsqu'un État veut faire preuve de puissance, il va utiliser ses capacités. Ça, c'est très important puisque ces dernières décennies et ces derniers siècles, la capacité d'un État à avoir une armée puissante faisait de lui un acteur international reconnu ou pas. Et aujourd'hui, vous avez par exemple les États-Unis qui vont dépenser 800 milliards de dollars en budget de défense pour leur armée. Et ce budget est tellement colossal qu'il est supérieur à l'addition des budgets des 20 pays les plus développés en matière de défense. C'est-à-dire que vous prenez le budget de la défense américaine à côté et le budget de la défense des 20 pays les plus développés qui le suivent juste après, eh bien le budget militaire américain reste supérieur. Ça donne encore une fois l'importance extrême de la capacité militaire d'un État afin de se poser comme acteur central de la géopolitique internationale. À côté de ce premier moyen pour les pays de défendre leur intérêt qu'on vient d'expliquer qui s'appelle le hard power, vous avez un deuxième moyen qu'on appelle le soft power. Ce soft power, il a été mis en évidence par un universitaire américain dès les années 70 qui s'appelle Joseph Nye. Pour lui, les États ne sont plus les seuls acteurs de la régulation internationale et des équilibres. Donc, il a développé cette théorie du soft power qui est la capacité pour un État d'influer également sur le rapport de force, régional ou international, par sa capacité de persuasion dans les esprits et les perceptions. Et ça, c'est très fin et c'est très important. Ça veut donc dire qu'un État, quand bien même il soit dépourvu des capacités de hard power parce que sa démographie est trop petite, parce que son armée est insignifiante, parce que sa superficie est réduite, il a la possibilité de renverser la perspective de sortir de sa condition de petit pays en matière de hard power pour pouvoir avoir une influence via un certain nombre de leviers afin de peser sur le rapport de force et le cours des événements. Et ces leviers, ce sont essentiellement aujourd'hui dans un environnement globalisé et mondialisé, la question de l'image, la question des médias, la question du sport, la question de la culture. Dit autrement, c'est la diplomatie du rayonnement. Et là, vous me comprenez, vous allez comprendre où on va arriver au Maroc. Mais avant d'arriver au Maroc, vous comprenez que la Coupe du Monde de football au Qatar, petit pays, à peine plus grand que la Corse, avec une population globale de 3 millions d'habitants, dont uniquement 300 000 nationaux, malgré la petitesse de ce pays, il peut conjurer cette fragilité intrinsèque de ses dimensions fondamentales pour pouvoir peser sur la carte du monde par une capacité d'influence en matière de perception, par une capacité d'influence en matière de rayonnement via les leviers des médias, et vous pensez à Al Jazeera, via les leviers du sport, et vous pensez à la Coupe du Monde de football et au PSG, mais également aux arts, à la culture. Le pays a impulsé une ambitieuse politique de projection de puissance que j'ai longuement développée dans mon dernier ouvrage que j'ai coécrit avec mon collègue universitaire Raphaël Le Magoariec, et cette politique de projection de puissance a permis au Qatar, malgré le fait qu'il soit dépourvu des mécanismes de hard power, de se poser en acteur incontournable de la géopolitique du sport, mais pas que, grâce à la réalité de son soft power.
Si on applique cette grille de lecture au Maroc en matière de hard et de soft power, la première des choses à dire, c'est que le Maroc est un État relativement moyen, pour ne pas dire secondaire en hard power. Il n'a pas de capacité militaire extrêmement dissuasive et puis sa contrainte, sa force de frappe économique est relativement réduite en termes de PIB comparativement aux autres nations les plus importantes et les plus développées. Ceci étant, en matière de soft power, il est indéniable que cette victoire de la sélection nationale marocaine va doper le prestige de la nation. On peut donc penser que le rehaussement du prestige international du Maroc va avoir un certain nombre de conséquences, par exemple en termes de tourisme, même à la marge, en termes de rayonnement, en termes de captation d'un certain nombre de flux qui peuvent être des flux financiers, des flux de touristes, de flux de connaissances, de flux de matières grises. Deuxième point important de cette vidéo et qui est dans le prolongement de ce que je viens de dire, c'est que le Maroc, par cette victoire, est en train de démontrer à la face du monde qu'il n'est plus symboliquement un petit pays. Il est aujourd'hui le porte-drapeau de l'ensemble du continent africain, mais également de l'ensemble du monde arabe. C'était très vrai à la fois dans les stades, dans les opinions, dans les réseaux sociaux. Le Maroc est un peu le représentant des nations qu'on considère comme étant un petit peu à la marge de la marche du monde. Seule nation africaine et du monde arabe à rester en lice pour les quarts de finale. Il draine derrière lui les espoirs non seulement de tout un peuple, mais de tout un continent, voire de toute une ère civilisationnelle. Jamais la Coupe du Monde n'a été remportée par une nation africaine et maintenant énormément de Marocains, d'Africains, du monde arabe également, se mettent à rêver pour se dire pourquoi pas. Rien n'est impossible et le Maroc peut faire la démonstration qu'il peut conjurer le sort. Ça, en matière de symboles, ça dépasse largement les frontières du sport. C'est un message envoyé au monde entier, à la fois dans les perceptions, dans l'imaginaire, qui consiste à dire que malgré notre situation de faiblesse économique, militaire, nous pouvons tenir la dragée haute à des nations qu'on pensait indéfectibles. Nous pouvons rêver haut. Troisième aspect qui est très important et qui est dans la continuation concerne la société marocaine. Cette victoire et l'espoir que le Maroc caresse pour pouvoir battre le Portugal en quart de finale et peut-être rencontrer la France en demi-finale suscite énormément d'engouement. C'est un état d'esprit conquérant que cette équipe nationale vient d'insuffler dans la société marocaine qui avait besoin de cohésion dans un contexte macroéconomique à la fois incertain, fragile et précaire, avec notamment un chômage élevé, particulièrement auprès de la jeunesse qui caresse le rêve d'aller en Europe jusqu'à risquer sa vie malheureusement en Méditerranée pour atteindre les côtes du sud européen. Donc il ne faut pas sous-estimer les conséquences très importantes moralement auprès de la population de cette épopée exceptionnelle de la sélection nationale qui insuffle un état d'esprit et d'espoir et de reconquête pour une population qui a énormément souffert ces derniers temps, à la fois par des fragilités économiques qu'on vient d'évoquer, mais également par un épisode Covid qui a été très dur pour de larges pans de la société marocaine. On est peut-être là arrivé à un espèce de point de bascule symboliquement pour la population marocaine de se ressouder autour de l'amour du drapeau, de faire preuve de communion collective autour de la sélection nationale et de la figure du roi, espérer un avenir meilleur pour contribuer au redressement de la nation. Et ça, en termes symboliques, ça peut énormément faire du bien à une population qui en a bien besoin. Enfin, en termes d'aspect géopolitique, il y a également un aspect qui est le reflet de cette sélection nationale. J'en ai parlé également dans une précédente vidéo, mais permettez-moi d'y revenir. C'est que cette sélection nationale est le reflet, le miroir de l'identité marocaine, avec des joueurs qui sont nés et qui ont grandi au Maroc, mais également des joueurs qui ont grandi, qui sont nés dans des pays européens et qui ont un amour, qui ont une attache avec le pays d'origine et qui défendent les couleurs de la sélection nationale. Vous avez donc une espèce de symbiose entre les Marocains de l'intérieur et les Marocains de l'extérieur qu'on appelle les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Et ça, c'est très important parce que le Maroc bénéficie d'une des diasporas les plus dynamiques. Chaque année, des millions de Marocains reviennent en été et tout au long de l'année dans le pays d'origine pour à la fois naturellement voir la famille, passer des vacances, mais beaucoup, de plus en plus pour investir. L'un des derniers discours du roi portait précisément sur ces MRE marocains résidant à l'étranger pour leur donner davantage de moyens, davantage de soutien afin qu'ils reviennent dans la patrie d'origine pour contribuer à l'essor et au redressement collectif. C'est très important aujourd'hui auprès des autorités, auprès également de la société, puisqu'une partie de la société marocaine survit grâce aux subsides envoyés par leurs familles qui sont installées en Europe, et donc cette consolidation du lien national à la faveur de l'épopée de l'équipe nationale ne peut avoir que des effets bénéfiques, une espèce de ruissellement dans les esprits, dans les mentalités pour doper davantage l'effort collectif afin de rendre le Maroc meilleur.